Module 2. Choisir le projet approprié. Alors, on va parler des projets Greenfield et Brownfield. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les thèmes Greenfield et Brownfield trouvent leurs origines dans les projets résidentiels et industriels. Un projet Greenfield se distingue par son implantation sur un terrain vierge qui n'est pas encore développé, tandis qu'un projet Brownfield implique une réhabilitation d'un site déjà utilisé à d'autres fins. Du fait de l'historique d'utilisation du terrain, les projets Brownfield peuvent présenter des défis notamment liés à la réhabilitation du sol, par exemple en cas de pollution. Alors, si on applique ces deux notions au DevOps ou à un projet logiciel, l'application de ces thèmes au domaine logiciel et au projet DevOps est fréquente. À première vue, un projet DevOps Greenfield pourrait sembler plus simple. Ben oui, à gérer et à mener à bien, car il ne repose pas sur une base de code existante, ni sur des dynamiques d'équipe établies. Et il offre d'établir des processus flexibles. Alors, une idée fausse répandue est que DevOps se limite au projet Greenfield et s'adresse principalement aux startups. Cependant, il est tout à fait envisageable d'appliquer le DevOps à des projets Brownfield. Ces derniers présentent l'avantage de mettre en lumière un écart significatif entre les attentes des clients et les résultats actuels, ce qui incite les équipes impliquées à reconnaître la nécessité de changement. Elles sont pleinement conscientes des défis et des limitations inhérentes à leurs pratiques actuelles. Alors, quand appliquer des projets Greenfield ou Brownfield, au début d'une transformation DevOps, il est souvent nécessaire de choisir entre les projets Greenfield, qu'on a vu tout à l'heure, et Brownfield. Une idée répandue suggère que le DevOps est mieux adapté au projet Greenfield qu'au projet Brownfield. Et on va voir que ce n'est pas forcément ça. Les projets Greenfield proposent un point de départ plus accessible car ils commencent avec une feuille blanche, vierge, permettant ainsi l'implémentation de toutes les fonctionnalités requises. De plus, il est plus probable d'éviter les processus métiers existants qui ne se conforment pas au plan du projet. Alors j'explique cette phrase. Les projets peuvent être adaptés pour des applications totalement nouvelles, spécifiquement conçues pour des environnements cloud, contournant ainsi des obstacles politiques internes. Alors que des projets Brownfield impliquent en général des bases de code existantes, des équipes en place et souvent une dette technique assez conséquente. Et néanmoins, ils peuvent être des candidats idéaux des projets Brownfield pour la transformation DevOps. Lorsque les équipes passent une part importante de leur temps à gérer des applications Brownfield existantes, leur capacité à développer de nouveaux codes en est affectée. Une transformation DevOps peut réduire ce temps et rendre les mises à jour logicielles moins risquées. Les contraintes peuvent décourager les membres des équipes, les enfermant dans des pratiques obsolètes et les rendant plus réticents à l'innovation. Malgré tout, ces systèmes demeurent fondamentaux pour l'organisation. En plus, la direction est souvent plus encline à soutenir les projets Brownfield en raison des avantages potentiels qu'ils offrent. Par comparaison, la direction peut ressentir une urgence plus prononcée pour orienter les projets Brownfield dans la bonne direction,
contrairement au projet Greenfield qui n'existe pas encore. Donc c'est facile de recalibrer, ou alors c'est plus évident de recalibrer le projet Brownfield parce qu'on a une base de ce qui se fait déjà et de ce qu'on va atteindre. Donc voilà. Alors, on va parler aussi des systèmes d'enregistrement et des systèmes d'engagement. Alors, quand on est en train de sélectionner les systèmes candidats pour initier une transformation DevOps, il est impératif de considérer les types de systèmes déjà en place dans votre infrastructure. Certains experts recommandent fréquemment l'adoption d'une approche informatique bimodale. Alors, c'est quoi bimodale? Elle consiste à gérer deux modes distincts et complémentaires de livraison de services informatiques. L'un axé sur la stabilité, on gère ce qu'on connaît déjà, et la prédictabilité, et l'autre sur l'agilité. Donc, c'est pas, on ne va pas travailler sur un seul mode, on essaie toujours de fusionner les deux modes. Pour revenir, c'est quoi un système d'enregistrement ou alors un système de record en anglais? Les systèmes qui servent de référence pour les données sont généralement désignés comme des systèmes d'enregistrement. L'évolution de ces systèmes s'est faite de manière progressive et réfléchie. Par exemple, il est essentiel quand tu es pour un système bancaire, il est essentiel qu'un système bancaire reflète de manière exacte et précise le solde d'un compte. Donc, les systèmes d'enregistrement mettent l'accent sur la précision et la sécurité. On l'a dit avec des banques. Donc, quand on travaille, on a besoin d'avoir un système bien précis avec des données à l'instant T. Par contre, les systèmes d'engagement, plusieurs organisations disposent de systèmes plus, voilà, on va dire expérimentaux. Elles recourent souvent à des approches exploratoires pour résoudre de nouveaux défis. Les systèmes d'engagement subissent des modifications fréquentes. Il est essentiel de pouvoir effectuer des changements rapidement tout en garantissant leur exactitude. Certains estiment que les méthodes DevOps sont plus adaptées au système d'engagement plus qu'au système d'enregistrement qui ont besoin des informations exactes à l'instant T et à tout moment. Tandis que sur les systèmes d'engagement, la donnée peut fluctuer d'un point A à un point B. C'est pas crucial. Cependant, les leçons tirées des entreprises les plus performantes refutent cette idée. Parfois, la nature critique des systèmes d'enregistrement est utilisée comme prétexte pour ne pas adopter les pratiques DevOps. De plus, étant donné l'interconnexion des applications, un problème dans un système d'engagement peut se répercuter sur un système d'enregistrement ou bien de record. Donc, les deux types de systèmes présentent des avantages indéniables. Cependant, il faut être très judicieux, ou il peut être très judicieux de commencer avec un système d'engagement lors de la phase initiale d'une transformation DevOps. Les principes DevOps sont applicables à ces deux systèmes, mais les transformations les plus significatives surviennent souvent dans les systèmes d'enregistrement. Et quand on comprend ces systèmes d'enregistrement et d'engagement, ça nous permet d'identifier les groupes pour réduire la résistance initiale. Donc, tous les membres du personnel au sein d'une organisation, d'une entreprise ne sont pas nécessairement enclins aux changements requis pour une transition vers le DevOps. Lors des conversations concernant la CI, Continuous Integration, la livraison continue, il est courant de classer les utilisateurs en trois catégories distinctes. 1. Les utilisateurs de contrôle de validité.
qui volontairement testent les fonctionnalités de pointe dès leur disponibilité. On a les utilisateurs précoces qu'on appelle encore les early adopters qui prévisualisent consciemment des versions considérées plus raffinées que le code exposé aux utilisateurs de contrôle de validité. Donc, il y a d'abord les premiers qui testent, après on a une version qui est un peu plus raffinée. Et ce sont les early adopters, dont les utilisateurs précoces qui le testent. Enfin, on a les utilisateurs qui utilisent le produit après le passage par les early adopters et les utilisateurs de contrôle de validité. Il est crucial d'identifier les membres du personnel désireux de découvrir les nouvelles fonctionnalités dès leur disponibilité et tolérants aux problèmes lors de l'adoption du modèle Canary. On en parlera devant. Les utilisateurs précoces présentent des similitudes avec les utilisateurs de contrôle de validité. Mais leur exigence professionnelle les rend moins tolérants aux problèmes et aux interruptions. Comparativement au personnel des opérations informatiques et du développement, qui tend à être moins conservateur que les utilisateurs précoces ou les utilisateurs lambda. Le deuxième point pour identifier les groupes, après avoir fait la séparation, tandis que les utilisateurs, comme on l'a vu, consomment le produit après avoir passé les contrôles de validité et les utilisateurs précoces, il faut améliorer la cible idéale. Ça veut dire quoi? Il est également primordial de déployer des modifications de manière incrémentielle. Alors, un dicton bien connu dans l'industrie stipule que tout système informatique à grande échelle était initialement petit. Les déploiements en masse des systèmes à grande échelle se soldent souvent par des échecs cuisants. La plupart d'entre eux échouent, indépendamment du niveau du support managérial fourni. Donc, pour démarrer, il est crucial de définir un objectif d'amélioration qui permet d'obtenir des succès précoces, est réalisable dans un laps de temps raisonnable, offre des avantages suffisamment tangibles pour être un plus pour l'organisation. Cette approche favorise un apprentissage continu, comme on l'a vu dans le module 1, grâce à un retour d'informations rapide et une récupération agile suite aux erreurs commises. Un autre point très important, c'est d'identifier les métriques du projet, les KPI. Alors, comme nous avons précédemment discuté de l'importance des objectifs partagés, un accord a été établi par les membres de l'équipe sur les nécessités que ces objectifs soient spécifiques, mesurables et temporellement définis. Il est impératif de définir et surtout d'accepter les mesures et les indicateurs de performance clés, les KPI, appropriés pour garantir la mesurabilité de ces objectifs. Alors, bien qu'il n'existe pas de liste exhaustive de mesures, d'indicateurs et de performances clés universelles applicables à tout projet DevOps, certains paramètres sont largement adoptés. Et nous allons citer ces 4 paramètres. La rapidité des résultats, la fréquence des déploiements. L'accroissement de la fréquence des déploiements est souvent un moteur crucial dans les projets DevOps. La vitesse des déploiements. Il est essentiel de réduire le temps nécessaire à ces déploiements. La taille du déploiement. Combien de fonctionnalités, des scénarios et des résolutions de bugs sont intégrés à chaque itération ou, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaque cycle. Et enfin, le délai. Quelle est la durée entre la création d'une tâche et sa réalisation?
L'efficacité, qui est notre deuxième point des KPI. Le ratio serveur-administrateur. Les projets parviennent-ils à réduire le nombre d'administrateurs requis pour un certain nombre de serveurs? Il faut répondre à cette question. Le ratio personnel-client. Est-il possible qu'un nombre moindre de membres du personnel serve un nombre donné de clients? L'utilisation de l'application. Quelle est l'activité de l'application? La performance de l'application. Les performances de l'application s'améliorent-elles ou se détériorent-elles selon les métriques qu'on va recueillir? Le troisième point, c'est qualité et sécurité. Le taux d'échec de déploiement. Quelle est la fréquence d'échec de déploiement? Le taux d'échec d'application. Quelle est la fréquence d'échec d'application, tels que les échecs de configuration, les défaillances, des performances, etc. Le temps moyen avant récupération. Quelle est la rapidité de récupération après un dysfonctionnement, après un incident, après une panne? Taux de rapport d'erreur. Il est crucial d'éviter que les clients ne rencontrent des bugs dans vos codes. C'est vraiment important. Alors, est-ce que la fréquence de ces erreurs augmente ou diminue-t-elle? Le taux de réussite des tests. Vos tests automatisés fonctionnent-ils correctement? Le pourcentage de défauts évités. Quelle proportion de défauts est détectée en production? La disponibilité. Quel est le temps moyen? Quel est le pourcentage de temps pendant lequel l'application est réellement accessible? Les SLA. Est-ce que vous respectez vos engagements au niveau de service? Et enfin, le temps moyen de détection en cas de dysfonctionnement. Combien de temps vous faut-il pour détecter cette panne? Enfin, le dernier point ou bien la dernière métrique à prendre pour la performance, c'est la culture. Le moral des employés. Est-ce que les collaborateurs sont-ils satisfaits de la transformation et de la direction prise par l'organisation? Sont-ils disposés à s'adapter à d'autres changements? Cette mesure, bien que complexe à obtenir, est souvent évaluée au travers des sondages anonymes réguliers auprès du personnel. Et enfin, dans la culture, on a ce qu'on appelle la rétention des employés. L'organisation enregistre-t-elle une fuite du personnel, des départs? Il faut aussi quantifier cela. Alors, récapitulatif. Dans ce module, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez appris à décider de quelle manière appliquer le processus et les outils DevOps pour réduire la résistance initiale. En outre, comment identifier les équipes, planifier une culture de transformation DevOps et définir les chronologies pour vos objectifs. Vous avez appris à décrire les avantages et l'utilisation des éléments suivants. Comprendre ce qu'est le DevOps et les étapes à suivre pour y parvenir. Identifier les équipes chargées d'implémenter le processus. Planifier la transformation avec des objectifs et des délais partagés. Planifier et définir des chronologies pour les objectifs. Et ça marque la fin pour ce module 2. On se rencontre pour notre module 3. Merci.